Bien, alors aujourd'hui, c'est la deuxième leçon de ce module, modèle linéaire analyse des données, qui va être consacré à un de ces piliers de la statistique, qui est l'analyse de variance. Alors, on a déjà vu l'analyse de variance à un facteur, on a déjà vu à deux facteurs sans répétition. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le cas général. Alors, l'analyse de variance, je vous l'ai déjà dit, c'est une méthode très utilisée. Au laboratoire, on en fait des milliers par an. Je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi on en fait autant. Alors le plan du cours, c'est le plan qu'on utilise toujours. Hein. On va présenter le problème et les données. D'abord voir sur quelles données nous travaillons, premièrement. On va poser un modèle dont on va estimer les paramètres. Et puis on va faire ensuite l'analyse statistique, réservant pour la fin quelques généralisations. Alors les données. Les données, on peut les présenter de deux façons. La première façon que vous avez là est une façon qui est très commode lorsqu'on a deux facteurs, parce qu'elle permet de faire, de montrer où sont les principales moyennes qui sont mises en jeu. Alors, on va reprendre un exemple standard, hein, celui qu'on avait pris d'ailleurs pour l'analyse de variance à deux facteurs, dans lequel on a un premier facteur qui est un facteur variété, un deuxième facteur qui est un facteur fongicide, sachant que notre individu statistique, c'est une parcelle. Sur cette parcelle, on cultive des céréales, et à la fin, on récolte et on mesure un rendement. Donc la variable Y, c'est un rendement mesuré. Alors, au croisement de la modalité I du facteur variété, autrement dit, quand je considère la variété I, et de la modalité J du facteur fongicide, c'est-à-dire quand je considère à la fois la variété I et le fongicide J, j'ai cette fois plusieurs parcelles qui ont reçu ces deux traitements. Bien sûr, je n'observe pas exactement le même rendement sur ces parcelles, bien que sur ces parcelles, j'ai mis les mêmes modalités des facteurs, c'est-à-dire c'est la même variété I, c'est le même fongicide J. Ben, malgré ça, je n'ai pas toujours le même rendement, c'est la fameuse variabilité biologique. Alors, les moyennes qui sont mises en jeu, il y a d'abord Y bar, on utilise toujours bar pour spécifier qu'il s'agit d'une moyenne. Alors, Y bar, IJ point, le point rappelle l'indice sur lequel on a fait la sommation. Alors, Y bar, IJ point, c'est-à-dire au départ, j'ai Y, IJK, qui est le rendement observé sur la kème parcelle ayant reçu la combinaison IJ. Donc, Y bar, IJ point, je fais la moyenne des rendements observés pour la combinaison IJ. Autrement dit, c'est la moyenne des rendements qui sont dans la case ici. Alors bien sûr, pour savoir si j'ai des bonnes variétés et des mauvaises variétés, je vais calculer la moyenne pour une variété donnée. Donc Y bar I point point, les deux points qui suivent, indiquent qu'on a fait la moyenne sur les K et sur les J. Sur les J, c'est-à-dire tout fongicide confondu. Alors tout fongicide confondu, eh bien la variété I, elle a comme moyenne Y bar I point point. Et puis de même, on va considérer Y bar point J point. Le premier point indique qu'on a fait la sommation sur les variétés. Donc on s'intéresse à toute variété confondue pour le fongicide J. Donc Y bar point J point, c'est bien le rendement moyen observé pour toutes les parcelles ayant reçu le fongicide J, et ce, quelle que soit la variété. Enfin, Y bar, ici, c'est la moyenne générale sur l'ensemble du plan d'expérience. Alors ici, vous avez récapitulé de façon un petit peu formelle les notations. Alors encore une fois, cette présentation des données est assez commode parce qu'elle nous permet de bien voir où se situent les différentes moyennes mises en jeu. Maintenant, cette présentation ne va pas bien se généraliser à plus de deux facteurs. C'est pour ça que la présentation générale, on va dire la présentation standard, celle qui est utilisée dans tous les logiciels statistiques, est la suivante. Une ligne est un individu statistique. Ici, une ligne, c'est une parcelle. Et sur cette parcelle, je donne toutes les informations disponibles, à savoir quelle est la variété qui a été cultivée, petit i, quel est le fongicide qui a été utilisé, petit j, et quel est le rendement qui a été observé, YIJK. Donc vous avez ici un fichier dans lequel vous reconnaissez F1 qui est une variable qualitative, variété 1, variété 2, variété 3, fongicide F2 qui est une variable qualitative, fongicide 1, fongicide 2, et puis Y qui est une variable quantitative qui est le rendement. Donc, nous avons en place une variable d'intérêt, c'est le rendement, qui est une variable quantitative.
Et ce rendement, qui est une variable quantitative, on va essayer de l'expliquer par des variables qualitatives, c'est-à-dire la variété, le fongicide. Du style, tiens, ici on observe un très fort rendement, est-ce que ça ne serait pas par hasard parce que j'ai utilisé telle variété, parce que j'ai utilisé tel fongicide? Donc vous voyez que la problématique de l'analyse des variances, ça consiste à expliquer une variable quantitative à partir de variables qualitatives. On a déjà vu une problématique analogue, c'est celle de la régression, dans laquelle nous essayons d'expliquer une variable quantitative, un rendement aussi, mais cette fois à partir de variables quantitatives. On avait fait allusion à une dose d'engrais, à une densité de semis. Donc vous voyez que ces deux méthodes sont tout à fait proches. Elles visent toutes deux à expliquer une variable quantitative, mais l'une, la régression à partir de variables quantitatives, l'autre, l'analyse de variance, à partir de variables qualitatives. Ces deux méthodes se regroupent dans ce qu'on appelle modèle linéaire. Et c'est pour ça que le cours s'appelle modèle linéaire. Vous avez peut-être enfin la solution à l'appellation du cours. Alors, pour nous aider, on va prendre un petit jeu de données dans lequel on a 3 variétés, 1, 2, 3, dans lequel on a 2 fongicides, 1, 2, et dans lequel on a à chaque combinaison des facteurs 2 répétitions. Donc ici, pour la variété 1 par exemple, et le fongicide 1, on a observé sur une première parcelle un rendement de 1, sur une deuxième parcelle un rendement de 3. Ici, on a observé à 2 reprises un rendement de 2 pour les 2 parcelles qui ont reçu la variété 1 d'une part et le fongicide 2 d'autre part. Alors, les moyennes ici, vous les avez, 2, 3, 4. Donc la troisième variété conduit à des rendements supérieurs à la première. Et puis fongicide, eh bien ici, on a 2 et 4 comme moyenne. La moyenne générale fait 3. Tous ces petits nombres sont très simples. Ils ont été choisis exprès pour qu'on puisse faire des calculs à la main de façon très aisée. Alors, le fichier lui-même, le fichier qu'on soumet à l'analyse, que vous allez soumettre au package de R, eh bien c'est celui-ci. Alors vous reconnaissez le numéro des parcelles, vous reconnaissez le numéro de la variété, mais au lieu du numéro de la variété, j'aurais pu mettre un nom de variété. Vous reconnaissez ici le numéro du fongicide, mais au lieu du numéro, j'aurais pu mettre le nom du fongicide. Hein. Et puis ici, vous avez ici le rendement. Moyenne 3, variance 3, ça nous sera utile par la suite. Alors, quelles questions se pose-t-on? Jusqu'ici, je vous ai donné la problématique de façon très générale. On essaye d'expliquer le rendement, variable quantitative, à partir d'une part le fongicide, d'autre part la variété, c'est-à-dire variable qualitative. Alors, une autre façon de prendre le problème est de dire, est-ce qu'il y a par exemple un effet de la variété sur le rendement? Se poser cette question, c'est dire, je crois qu'il y a des variétés qui ont un rendement supérieur à d'autres variétés. Bon, très bien. Ça, c'est exactement la même question que nous nous étions posée dans l'analyse de variance que nous avons déjà vue. De même pour le fongicide. Est-ce qu'il y a un effet fongicide sur le rendement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des fongicides plus efficaces que d'autres? Voilà. Clairement, voilà ce que ça veut dire. Cette question, on l'a déjà abordée. L'aspect nouveau ici, c'est l'aspect interaction. Alors, interaction entre la variété et le fongicide. Le concept d'interaction, il est crucial en statistique. En fait, il est crucial dans la vraie vie. Il n'est pas toujours bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire que de dire il y a une interaction? Que signifie le terme interaction? Alors, je vais d'abord vous en donner une approche empirique, puis après on va en écrire une approche plus formelle. Empiriquement, qu'est-ce que ça va être une interaction? Une interaction, ça va être de dire, tiens, bien, telle variété, quand je la cultive avec tel fongicide, j'ai des résultats particulièrement grands. Ce n'est pas un aspect additif, ce n'est pas le fait que ma variété c'est la meilleure, mon fongicide c'est le meilleur. Là, on peut dire qu'on a quelque chose qui va s'additionner. Mais par rapport à ce qu'on attend, compte tenu de ce que la variété est bonne, le fongicide est bon, on a des résultats exceptionnellement bons, par exemple. On va appeler ça une synergie. Ou au contraire, on a beau avoir une bonne variété, on a un bon fongicide, mais malgré cela, les résultats sont très décevants. Il y a une interaction négative, ce qu'on va appeler un antagonisme. Ce fongicide, il ne convient pas à telle variété. Bon. Ça, c'est la première approche un peu intuitive. Donc retenez les deux mots, synergie, antagonisme. Retenez aussi, on a beau avoir une bonne variété, un bon fongicide, on observe des mauvais rendements. Est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme? Voilà, ça c'est les petits points de repère qu'il faut que
que vous notiez. Donc ça, c'est une première approche un petit peu empirique de cette notion d'interaction. On a une définition formelle qui va être la suivante. Il y a un effet d'interaction lorsque l'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre facteur. Voilà, ça, il faut que vous notiez ça. Donc il y a un effet d'interaction entre deux facteurs lorsque l'effet d'un facteur dépend des modalités de l'autre. Ça, c'est cette définition, il faut non seulement la connaître, mais il faut vraiment vous l'approprier pour être capable d'enrichir finalement vos concepts et d'avoir vraiment ça en tête. Alors, exemple. L'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre. Prenons par exemple la variété. Alors, je m'intéresse à l'effet de la variété. Et bien, cet effet de la variété, il va dépendre du fongicide. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'utilise le fongicide 1, par exemple, c'est la variété 1 qui est la meilleure. Quand j'utilise le fongicide 2, c'est la variété 3 qui est la meilleure cette fois. Vous voyez ce que c'est une interaction? C'est lorsque l'effet d'un facteur, ici l'effet de la variété, dépend de la modalité de l'autre. Ici le fongicide. Je recommence. Lorsque j'utilise le fongicide 1, eh bien c'est peut-être la variété 1 qui est la meilleure. Lorsque j'utilise un autre fongicide, par exemple le 2, eh bien dans ce cas-là, maintenant c'est la variété 3 qui est la meilleure. Donc ce n'est pas la même variété qui est la meilleure dans les deux cas. On dit que l'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre. Ce qui est remarquable, c'est que la notion est parfaitement symétrique. Ça veut dire aussi que l'effet du fongicide dépend de la variété. Par exemple, avec la variété 1, c'est le fongicide 1 qui est le plus efficace. Par contre, avec la variété 3, il faut utiliser le fongicide 2. Donc l'effet d'un facteur dépend de la modalité de l'autre. Notez aussi que c'est parfaitement symétrique et selon les exemples, eh bien, il y a un côté qui est plus ou moins, parlant. Ici, c'est le deuxième point de vue peut-être plus parlant, de dire, voilà, on a certains fongicides qui sont bien adaptés à telle ou telle variété, d'autres fongicides qui ont été conçus pour telle autre variété. Une interaction, c'est exactement ça. Bon, donc ça, c'est un point tout à fait important. C'est ce qui justifie le cours d'aujourd'hui, essentiellement, c'est cette notion d'interaction, outre le fait qu'on va généraliser l'analyse de variance. Maintenant, vous pourriez poser une question. Cette question, c'est de dire, mais pourquoi on n'a pas déjà vu ce concept au moment de l'analyse de variance sans répétition? Autrement dit, en quoi le fait qu'il y ait des répétitions nous permet d'accéder à la notion d'interaction, alors que si on n'a pas de répétition, on ne peut pas accéder à la notion d'interaction. Alors, je vais vous en donner une première approche, un petit peu empirique, mais rigoureuse tout de même. On le verra plus clairement à la fin du cours. Lorsque vous n'avez pas de répétition, admettons que, avec la variété 1, le fongicide 1 vous ait donné un résultat merveilleux. Est-ce que c'est une interaction? Ou est-ce que c'est tout simplement un résidu? Puisqu'on sait bien qu'on a des résidus. Eh bien, si vous n'avez pas de répétition, vous ne pouvez pas trancher entre les deux. Donc, sans répétition, une valeur anormalement grande pour un couple ne peut pas être attribuée soit à une interaction, soit à un résidu. Alors que quand on a des répétitions, si c'est un résidu, un coup il va être grand, un coup il va être petit. Si c'est une interaction, ils vont tous être très grands. Donc vous voyez, pour accéder à la notion d'interaction, il est nécessaire d'avoir des répétitions. Ça, c'est un point de repère tout à fait important. Alors, cela étant, nous allons analyser nos données et nous allons les analyser au travers d'un modèle. Alors, ce modèle, il nous est déjà familier, puisqu'on a déjà vu l'analyse de variance à deux facteurs sans répétition. Alors, vous reconnaissez ici YIJK. Qu'est-ce que c'est? C'est le rendement que j'ai observé pour la kème parcelle ayant reçu la combinaison IJ. Ce rendement, il est égal à mu, qui est un espèce de rendement standard, un rendement de référence, ça va être un rendement moyen, plus alpha I, qui est le coefficient positif si la variété est plutôt bonne, négatif si la variété est plutôt mauvaise. Tous nos jugements sont relatifs. Plus bêta J, qui est un coefficient qui est positif si notre fongicide est plutôt efficace et négatif si notre fongicide est plutôt inefficace, mais tout ça c'est relatif.
plus, et c'est ça qui est nouveau, un coefficient d'interaction que l'on note, un peu par habitude, alpha, bêta et j. Donc ça nous rappelle que c'est une interaction entre le facteur 1 et le facteur 2, le facteur 1 dont les coefficients sont désignés par alpha et le facteur 2 dont les coefficients sont désignés par bêta. Donc ce coefficient, eh bien, il va être positif en cas de synergie, c'est-à-dire si notre fongicide il convient très bien à cette variété, le coefficient va être positif. Et en cas d'antagonisme, le coefficient alpha, bêta et j va être négatif. Bien, c'est-à-dire que on retire un petit quelque chose quand on a la conjonction des deux. Alors, il faut réfléchir sur ce modèle qui est très simple, mais dans lequel vous voyez bien qu'il y a une partie ici qu'on appelle partie additive. Cette partie additive, elle nous dit, voilà, si la variété est bonne, ça compte tant de points en plus, le fongicide est bon, ça compte tant de points en plus, je ne m'occupe pas de l'interaction. C'est la partie additive. Bon. Et puis, si j'ai une très forte valeur pour le couple IJ, je n'ai pas forcément une interaction, c'est peut-être tout simplement que quand je prends la seule partie additive, je prends le meilleur fongicide à la meilleure variété, si ça se trouve, de façon mécanique, j'obtiens un très bon résultat. Donc je n'ai pas automatiquement une interaction dans ce cas, de l'observation d'un rendement particulièrement fort. Alors, on a ensuite un résidu aléatoire sur lequel on va faire les hypothèses classiques, c'est-à-dire que la loi de ce résidu aléatoire, on va supposer cette loi normale, mais ça je vous ai dit, ce n'est pas une hypothèse très contraignante en pratique. On va supposer l'espérance nulle, mais ça c'est pas une hypothèse contraignante du tout, puisque c'est la contrepartie du fait qu'il y a une constante dans le modèle. Par contre, on va supposer que tous les résidus aléatoires ont la même variabilité, c'est-à-dire que ma variabilité résiduelle est la même partout, elle est la même quelle que soit la combinaison de facteurs. Ça c'est une hypothèse qui est plus ou moins réaliste, qu'on est néanmoins obligé de faire si on veut un formalisme simple. Alors, on a ceci, et par contre, on a une autre hypothèse à laquelle il faut faire très attention, c'est l'indépendance des résidus, la non-corrélation des résidus, pour être plus précis ici. C'est-à-dire que j'ai mes parcelles, il est possible que sur la parcelle numéro 1, j'ai observé un peu plus, j'ai un résidu qui est positif, et sur la parcelle 2, ce qui se passe n'a rien à voir avec ce qui se passe sur la parcelle 1. Peut-être ce résidu sera positif, peut-être il sera négatif. Voilà. Donc ça, cette indépendance des résidus, par contre, c'est quelque chose qui est très important. Si on n'a pas ça, tout s'écroule. Vous voyez? Je reconnais que quelquefois, pour vous, ce n'est pas forcément facile, parce qu'on fait des hypothèses, et puis je vous dis, celle-là, c'est pas trop grave, celle-là, c'est très important. Je vous donnerai, si on a le temps, un très bel exemple à la fin, où on n'a pas l'indépendance, et tout s'écroule. Vous voyez? On a besoin de l'hypothèse de normalité. Je vous dis, ne vous embêtez pas avec ça. Ce n'est pas une hypothèse qui est très grave. Pourquoi? Parce que toute la procédure que nous allons utiliser est robuste vis-à-vis de cette hypothèse. Ça marche quand même. Quand on va calculer des probabilités critiques, ça ne sera pas calculé aussi bien. Mais peut-être qu'au lieu de trouver 6%, on va trouver 7. Peut-être qu'au lieu de trouver 1 pour 1000, on va trouver 2 pour 1000. Mais ce n'est pas ça qui va nous gêner dans la pratique. En revanche, si on n'a pas l'indépendance des résidus, on peut avoir des résultats qui ne veulent rien dire, strictement rien dire. Ça, c'est très, très important. Alors, ce modèle, on va en faire une écriture matricielle. Et pour commencer l'écriture matricielle, ce que nous allons faire, on va tout simplement juxtaposer les équations individuelles. Alors pour ça, on va tout simplement le faire dans notre petit cas, vous savez, avec 3 variétés de fongicides. Alors, allons-y, sachant que pour chaque couple variété-fongicide, on a 2 parcelles. Alors regardez bien, quand je prends la première parcelle ici, qui a reçu donc la variété 1 et le fongicide 1, j'ai bien mu, plus alpha 1, qui est l'effet de la variété 1, plus bêta 1, qui est l'effet du fongicide 1, plus alpha bêta 1, 1, qui est l'effet d'interaction, plus le résidu. Alors bien sûr, la deuxième parcelle qui a reçu le même traitement, c'est-à-dire qui a reçu la même variété d'une part, le même fongicide d'autre part, a exactement la même équation, c'est-à-dire qu'on a la constante, plus l'effet de la variété 1, plus l'effet du fongicide 1, plus l'interaction. Bien sûr, ces 2 équations diffèrent par le résidu. On a bien de la variété résiduelle, c'est-à-dire que j'ai beau faire une expérience dans les mêmes conditions, même variété, même fongicide, je n'obtiens pas toujours le même résultat. Comme maintenant, je passe à la variété 1, mais au fongicide 2, ce que je lis ici, 1, 2. Alors j'ai bien mu,
plus l'effet de la variété 1, plus l'effet du fongicide 2. Donc je mets plus bêta 2 cette fois. Et mon terme d'interaction est différent, plus alpha bêta 1, 2. Et j'ai bien sûr un résidu. Ma deuxième parcelle ici qui a reçu le couple 1, 2, c'est la même équation, mais avec un résidu différent. Alors je peux continuer, prenons la dernière. Voilà, j'ai utilisé la variété 3 avec le fongicide 2. Donc le rendement ici est modélisé par mu, le rendement de référence, plus alpha 3, puisque c'est la variété 3. Donc ça c'est le petit plus ou le petit moins dû au fait que j'utilise la variété 3, plus bêta 2, le petit plus ou le petit moins dû au fait que j'utilise le fongicide 2, plus alpha bêta 3, 2, l'interaction entre la variété 3 et le fongicide 2. Donc en fait, on a bien un système d'équations. Alors ce système d'équations, on va l'écrire sous une forme matricielle. Allons-y. On a déjà vu pour la régression un formalisme analogue. Alors, je commence par considérer le vecteur des rendements observés. On a vu la même chose en régression. Donc vous reconnaissez ici tous les rendements de mes 12 parcelles. Je vais considérer ici le vecteur des résidus. Vous reconnaissez ici le résidu de mes 12 parcelles. Vous reconnaissez ici le vecteur des paramètres, qu'on va appeler bêta, exactement comme en régression. Sauf que cette fois, mes paramètres, ils sont un petit peu plus précis. On a la constante, comme en régression, mais cette fois, on a alpha 1, alpha 2, alpha 3, qui se réfèrent à un même facteur. On a bêta 1, bêta 2, qui se réfèrent à un même facteur, le facteur fongicide, et puis tous ceci qui se réfèrent aux interactions. Alors effectivement, quand vous écrivez la multiplication matricielle x bêta, vous allez retrouver le modèle. Alors regardez bien, quand je multiplie la matrice x par bêta, alors qu'est-ce que j'ai dans la matrice x? Dans la matrice x, j'ai d'abord une colonne de 1 qui va correspondre à la constante. Donc quand je fais la multiplication, je fais 1 que multiplie mu. Très bien. Ensuite, 1 que multiplie alpha 1. Donc pour l'instant, j'ai mu plus alpha 1. 0 fois alpha 2, 0 fois alpha 3, je n'en parle pas. Plus 1 fois bêta 1. Plus 0 fois bêta 2. Plus 1 fois alpha bêta 1, 1. Ceci pour vous convaincre que lorsque j'écris cette matrice, eh bien en multipliant cette matrice x par bêta, je retrouve exactement mon modèle. Je n'ai plus qu'à rajouter les résidus, et j'ai bien y égale x bêta plus epsilon. Alors cette matrice, ça ressemble un petit peu à la matrice que l'on avait vue en régression. Dans la matrice qu'on avait vue en régression, il y avait une première colonne de 1, due à la constante, comme ici. Et puis il y avait, si vous vous souvenez, quand on avait des températures, des pressions, des densités de semis, tout ce que vous voulez, on avait les valeurs, telle densité de semis. Alors ici, on n'a pas des valeurs numériques, puisque nos variables explicatives sont qualitatives. On a tout simplement des 1 et des 0 qui correspondent à des présences-absences. Hein? Donc la première colonne, c'est la colonne de présence-absence de la variété 1. Alors une colonne de présence-absence, on appelle ça quelquefois une indicatrice. Une indicatrice d'un événement, hein, c'est une variable qui vaut 0 ou 1. 1 si l'événement est réalisé, 0 s'il ne l'est pas. Donc on a un tableau qui contient des indicatrices. Alors, on reconnaît ici l'indicatrice de la variété 1, l'indicatrice de la variété 2, l'indicatrice de la variété 3. Donc ensuite, quand je fais les multiplications, eh bien quand j'ai utilisé la variété 2, l'indicatrice de la variété 2 vaut 1, les autres indicatrices valent 0. Donc dans un bloc comme celui-ci, c'est-à-dire dans un bloc qui regroupe les indicatrices d'un même facteur, eh bien vous remarquez que l'on a toujours un 1 et un 1 seulement. Donc quand je prends un petit bloc ici, j'ai 1, 0, 0, ici j'ai 0, 1, 0, ici j'ai 0, 0, 1, et j'ai toujours un 1 et la somme vaut 1. Donc il y a un 1 et un seul. Alors, ce codage-là, cette codification, on appelle ça, dans un autre domaine, mais ça s'applique très bien ici, un codage disjonctif complet. Disjonctif, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir deux 1. Et complet, parce que j'en ai forcément un. Donc vous reconnaissez ici, vous découvrez ici, une façon de coder des variables qualitatives. C'est bien ça. J'ai au départ une variable qualitative, 3 variétés, variété 1, variété 2, variété 3. Eh bien, je peux la représenter numériquement par un ensemble de 3 indicatrices. Voilà. Alors, on peut dire la même chose en ce qui concerne les fongicides. Et puis ici, vous reconnaissez les termes d'interaction.
Alors tout ça c'est très bien. Vous voyez tout de suite un avantage très important, c'est qu'on a écrit notre analyse de variance sous la forme y égale x bêta plus epsilon. Si vous vous souvenez bien, pour la régression multiple, on avait exactement la même écriture. Exactement la même écriture. Donc nous allons pouvoir utiliser tous les résultats de la régression multiple. Et on va les appliquer directement. Où se situe la différence? Dans la matrice X. La matrice X contenait des valeurs quantitatives dans un cas. Ici, on a une matrice X constituée d'indicatrices. Alors, pour que ça marche bien, vous vous souvenez, pour trouver bêta chapeau égale x prime x moins 1, etc., il fallait x de plein rang. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. X de plein rang, ça voulait dire qu'il ne fallait pas dans la matrice X qu'on ait une colonne combinaison linéaire d'autres colonnes. Or ici, malheureusement, c'est le cas. Regardez bien. Quand j'additionne les colonnes 2, 3 et 4, j'obtiens exactement la colonne 1. Ben oui, quand j'additionne 2, 3 et 4, un peu par construction, puisque je vous ai dit il y a un 1 et un 1 seulement, j'obtiens la colonne 1. Donc ici, j'ai une première relation. Puis regardez ici, j'en ai une autre, puisque quand j'additionne ces colonnes, je retrouve aussi celle-là. Et regardez, si j'additionne ces deux premières colonnes ici, j'obtiens 1, 1, 1, 1 et que des zéros. Je retrouve exactement celle-ci. Autrement dit, quand j'additionne les colonnes d'interaction relatives à une même modalité, eh bien, je retrouve la modalité. Autrement dit, cette matrice, elle n'est pas de plein rang. Il y a un ensemble de relations entre les colonnes. Donc je ne peux pas appliquer la régression multiple directement. Ce n'est pas possible. La matrice n'est pas de plein rang, je ne pourrais pas inverser la fameuse matrice x'. Alors, plus précisément, c'est ce que je vous ai mis ici, on a combien de paramètres? IJ, ça c'est les termes d'interaction, plus I, la variété, plus J, fongicide, plus 1, la constante. Et quand on regarde, en fait, on a I plus J plus une relation entre les colonnes. Quand on fait la somme de tout ce que je vous ai montré, on a I plus J plus une relation entre les colonnes. Alors pour ça, on va opérer ce qu'on appelle quelquefois d'un nom barbare, qui est la reparamétrisation. Alors la reparamétrisation, ça veut dire, on a des indéterminations, on va imposer des contraintes aux coefficients. Alors, vous vous souvenez, les trois colonnes qui correspondent aux variétés, leur somme vaut 1. Donc il faut que j'en élimine une. Alors, une façon de procéder consiste à dire, bien voilà, je vais poser comme contrainte somme des alpha i égale 0. Et du coup, je vais le résoudre en disant, ben voilà, le dernier, c'est-à-dire alpha grand I, ben, c'est moins la somme des premiers. Ça, c'est exactement ce qu'on a déjà fait, si vous vous souvenez, lorsqu'on a introduit l'analyse de variance à un facteur. On avait dit les coefficients alpha i, il y a une indétermination, on va imposer la contrainte somme des alpha i égale 0. Alors, imposer la contrainte somme des alpha i égale 0, c'est quelque chose d'assez naturel, bon, naturel entre guillemets, c'est-à-dire que tous nos jugements sont relatifs. Si on a une variété bonne, automatiquement on en a une mauvaise. Par définition, puisque nos jugements sont relatifs. Donc en posant alpha i égale 0, somme des alpha i égale 0, dans le cas de deux facteurs, par exemple comme les fongicides, eh bien on va avoir alpha 2 égale moins alpha 1, automatiquement. Donc s'il y a un fongicide qui est bon, l'autre est mauvais, bien. Donc ceci, on l'a déjà fait pour l'analyse de variance à un facteur, à deux facteurs, simplement on n'avait pas donné la même justification. Là, la justification, elle vient du fait qu'on a une matrice inversée, et pour ça, il faut qu'X soit de plein rang. Bon, ça c'est assez facile, on l'a déjà vu. Alors, plus difficile maintenant, les termes d'interaction. On va imposer des contraintes aux termes d'interaction. Ici, vous comprenez peut-être pourquoi les statistiques, au moins pour certains statisticiens dont nous faisons partie au labo, ça n'a rien à voir avec des mathématiques. Un mathématicien, sur un problème comme ça, vous dit, bon, bah, faut mettre une contrainte, qu'importe la contrainte. Et nous, on dit, mais non, il faut des contraintes qui aient du sens. Vous voyez, somme des alpha i égale 0, c'est très important. On pourrait mettre la somme des alpha i égale 17,3 aussi. Du point de vue mathématique, ça marcherait tout pareil. Simplement, nous, on veut des contraintes qui aient du sens. Alors, pour les somme des alpha i égale 0, somme des bêta j égale 0, ok. Maintenant, essayons de comprendre ce que signifient les contraintes sur les termes d'interaction. Alors, vous avez compris qu'il y a beaucoup de relations entre les termes d'interaction. Alors, regardez ce qu'on va dire. On va dire somme sur les i des alpha bêta ij égale 0, quel que soit j.
A. Alors regardez, je m'intéresse à la colonne des coefficients d'interaction concernant le fongicide J. Vous y êtes là? Bon, je regarde ces coefficients-là. Bien. Et qu'est-ce que je dis? Je dis, ben voilà, ces coefficients, leur somme vaut 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand je regarde ces coefficients, ça ressemble finalement à l'effet de I lorsque je suis avec le fongicide J. Donc ça ressemble tout à fait à l'effet d'un facteur. Simplement, c'est l'effet d'un facteur alors que j'ai fixé l'autre. Mais alors, l'effet d'un facteur, je l'ai déjà dit, s'il y a une variété qui est bonne, l'autre est mauvaise. S'il y a une variété qui interagit positivement, c'est que l'autre interagit négativement. Donc voilà d'où vient l'origine de cette contrainte ici, somme sur les i des alpha, bêta et j égale 0. C'est très important parce que nous, ce qu'on va faire, quand on va lancer nos programmes, on va recueillir les coefficients, on va interpréter ces coefficients. Donc il ne faut pas qu'on dise « Ah bah tiens, c'est extraordinaire, on a une somme qui vaut 0 ». Ben non, par construction, cette somme vaut 0. C'est nous qui l'imposons. Et donc il faut s'en souvenir au moment de l'interprétation. Donc, ici, on a une contrainte qui a du sens. Alors, plutôt que de le répéter, ben, je vais regarder l'autre. Somme sur les j des alpha, bêta et j égale 0. Donc cette fois maintenant, je suis à i fixé, c'est-à-dire que je suis dans le cas de la variété i, et puis je regarde l'effet du fongicide j. Et puis je dis, ben, j'ai des coefficients, alpha, bêta et j, ben, je veux que la somme soit égale à 0. C'est-à-dire que si j'ai un fongicide qui marche particulièrement bien avec la variété i, ben, c'est que j'en ai un qui ne marche pas bien avec la variété. Vous allez me dire, oui, mais attendez, si tous mes fongicides marchent bien avec la variété I, ben c'est peut-être que c'est la variété qui est bonne, tout simplement. D'accord? Donc ça, il faut bien que vous le notiez. Il y a une interprétation de ces contraintes sur les coefficients. Et puis si à un moment vous dites, ben non, cette interprétation c'est bizarre, vous y réfléchissez, et puis là vous demandez en TD pour qu'on vous explique. Parce que vous pourriez dire, mais attendez, tous mes fongicides marchent bien avec cette variété. Et je vous dis, mais dans ce cas-là, c'est un effet de variété. La variété est bonne. Ce n'est pas un effet d'interaction. Voilà, il faut que vous reteniez des choses comme ça, parce que c'est le cœur de la statistique, c'est l'interprétation des coefficients du modèle. Vous savez, en statistique, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui disent, qu'importe la signification du modèle, dès l'instant que ça marche, on fonce. Pourquoi pas? Si vous êtes sûr d'avoir une recette infaillible, c'est très bien. Il y a d'autres gens qui disent, mais non, on fait des modèles, il faut qu'on interprète les coefficients, parce que c'est une garantie de robustesse du modèle. Alors, je dois vous dire que nous, au labo de stat, ici à AgroCampus, on a tendance à bien aimer interpréter les coefficients, savoir ce qu'on fait. Maintenant, peut-être que si un jour on nous donne la boîte noire, à laquelle on ne comprend rien, mais qui nous permet de prédire le cours du dollar à une semaine, on va acheter ce modèle. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui les achètent. Et puis comme personne ne comprend rien aux coefficients, bah, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas, comme vous le savez très bien. Donc, interprétation des coefficients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir mis ces contraintes? Ça veut dire qu'il y a des coefficients que l'on va fixer. Alors, regardez bien. Ici, on avait dit, on prend le dernier qui est égal à moins la somme de tous les autres. Eh bien, ici, on va faire pareil. Parce qu'ici, alpha, bêta, grand I, J, c'est-à-dire je prends le dernier. D'accord? Je suis à J fixé, hein. Je suis à J fixé. Je prends le dernier, c'est-à-dire celui qui est en bas, là, celui qui est ici, et puis je dis, bah, c'est moins la somme de tous les autres. C'est moins la somme de ceci. Bon, voilà. Alors, vous l'avez ici dans le petit cas particulier. Alors, dans le petit cas particulier, 3 variétés, 3 lignes, 2 colonnes, parce que 2 fongicides. Ce point est plus délicat qu'il n'y paraît. 2 fongicides, j'ai écrit dans cette matrice l'ensemble des coefficients. Alors regardez bien, il faut que la somme soit nulle ici. Donc une fois que j'ai fixé celui-là, ben celui-là c'est automatiquement moins celui-là. Une fois que j'ai fixé celui-là, le alpha bêta de 2, là, c'est automatiquement moins le alpha bêta de 1. C'est la seule façon d'avoir le coefficient 0. Alors maintenant que j'ai fixé ces deux-là, ben celui-là est automatiquement fixé. C'est moins la somme ici. Puis maintenant que tout est fixé, ben celui-là c'est plus la somme pour avoir ceci égal à 0. Vous reconnaissez finalement ici une notion qui est la notion de degré de liberté.
combien de coefficients je peux fixer indépendamment. Ici, je peux en fixer 2. La formule, c'est I-1, J-1. I-1, nombre de lignes, J-1, nombre de colonnes. Hein? Voilà, donc ça c'est très important. Maintenant, je peux réécrire mon système d'équations. Alors, allons-y. J'ai toujours mes Y, j'ai toujours mes mu, j'ai toujours mes alpha 1, j'ai toujours mes alpha 2, sauf que quand j'avais alpha 3, ben, j'ai enlevé alpha 3. Alpha 3, ça vaut moins alpha 1, moins alpha 2, moins la somme des deux autres. OK. J'ai toujours des bêta 1, mais j'ai plus de bêta 2. Bêta 2, ça vaut moins bêta 1. Donc quand j'avais bêta 2 tout à l'heure, je remplace par moins bêta 1. Voilà. Et puis ben, pour les interactions, c'est pareil. J'ai toujours alpha bêta 1, mais quand j'avais alpha bêta 1, 2, on a vu, c'est moins alpha bêta 1, 1. Et ainsi de suite. Donc du coup, j'ai opéré ce que l'on appelle une reparamétrisation. Et cette reparamétrisation, elle a consisté premièrement à exprimer des contraintes. Et puis une fois qu'on a exprimé les contraintes, eh bien, on les fait intervenir en remplaçant un paramètre par sa fonction des autres. Alors ceci étant, nous allons maintenant pouvoir refaire une écriture matricielle. Alors dans cette écriture matricielle, vous reconnaissez toujours le vecteur Y, il n'a pas changé, ce sont mes 12 rendements. Vous reconnaissez mon vecteur des résidus, il n'a pas changé, ce sont mes 12 résidus. Alors les paramètres, ben, mon vecteur des paramètres, il est bien plus petit, puisque vous reconnaissez alpha 1, alpha 2, mais il n'y a plus de alpha 3. Moi, je vais calculer alpha 1, alpha 2, et quand j'aurai alpha 1, alpha 2, je dirais, bah, c'est pas compliqué, alpha 3, je le recalcule tout à fait à la fin, ça sera moins alpha 1, moins alpha 2. Comme paramètre, j'ai bêta 1, j'ai plus de bêta 2 maintenant. Quand j'aurai calculé mon bêta 1, j'écrirai bêta 2 égale moins bêta 1, tout à fait à la fin des calculs. Et puis, ici, bah, j'ai alpha bêta 1, alpha bêta 2, 1, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une fois que vous avez ces deux-là, vous avez tous les autres. Alors, regardez bien ici, dans cette matrice, vous reconnaissez mu plus alpha 1 plus bêta 1 plus alpha bêta 1, ça c'est facile. Et si je prends celle-là, c'est mu plus alpha 1. Alors avant c'était plus bêta 2, ben maintenant ça devient moins bêta 1. J'ai complètement supprimé les bêta 2, j'ai remplacé. Hein? Voilà. Alors du coup maintenant j'ai bien IJ paramètres, quand IJ paramètres. Hein? Alors on a toujours sur les résidus les hypothèses, hein, leur espérance est nulle et leur variance est constante. Hein. Je vous rappelle ce que représente variance de epsilon. La variance de epsilon, c'est la variance d'un vecteur aléatoire. La variance d'un vecteur aléatoire, c'est une matrice de variance-covariance. On a les variances des composantes sur la diagonale, les covariances à l'extérieur. Donc, à l'extérieur de la diagonale, on a 0, puisqu'on veut que nos résidus soient non corrélés d'une parcelle à l'autre. Et puis sur la diagonale, on a toujours le même sigma 2. Donc ici, vous retrouvez l'écriture variance d'epsilon égale matrice identité. Idée, ça veut dire matrice identité de la taille adéquate, hein, multipliée par sigma 2. Bon, on a un peu souffert pour écrire ce modèle. Il y a un peu de technologie. Alors, est-ce qu'il faut détailler cette technologie ou pas? Ben, moi, je dis oui, c'est pour ça que je le fais. Et pourquoi je dis oui? Je dis oui parce que je fais un modèle, je vais estimer les paramètres, et si je veux bien estimer les paramètres, il faut que j'ai une compréhension fine de ce qu'ils représentent, et il faut que j'ai une compréhension fine des contraintes qui les lient. Sinon, je ne peux pas véritablement interpréter mon modèle. Donc, toujours accorder une importance très grande à l'écriture d'un modèle. Alors, allons-y. Je veux estimer les paramètres. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais essayer d'expliquer mes rendements à partir d'une constante alpha i, bêta j, etc. Cette fois, je remplace par des estimations. Donc, je vais essayer d'estimer mu, d'estimer alpha i, d'où la notation alpha i chapeau, d'estimer bêta j, d'où la notation bêta j chapeau, d'estimer alpha bêta et j, donc il faut aussi que j'estime ceci. Et je fais ces estimations de façon à m'approcher le plus possible de y, i, j, k. Est-ce que je suis capable de trouver cette formule-là qui approche le plus de y, i, j, k? Qu'est-ce qu'elle me dit, cette formule? Elle est quand même assez générale. Hein. Elle me dit le rendement, c'est un rendement de référence, plus un effet variété, plus un effet fongicide, plus une interaction.
peut pas faire plus, hein. On ne peut pas faire plus. Bah, malgré ça, j'arrive pas parfaitement à ajuster mes données. Et pourquoi j'arrive pas parfaitement à ajuster mes données? Eh bien parce que j'ai bien vu sur mes données, avec la même combinaison de paramètres, c'est-à-dire pour le même couple variété fongicide, j'ai pas toujours le même résultat. Bah, aucun modèle va me dire ça, puisque c'est une part aléatoire. Alors, ici, l'idée c'est de dire, eh bien voilà, je vais chercher mu alpha i chapeau, mu chapeau, alpha i chapeau, bêta j chapeau, alpha bêta, ij chapeau, de façon à minimiser ces résidus qu'on appelle résidus observés. Donc, les EIJK, ce n'est pas du tout la même chose que les epsilon IJK. Les epsilon IJK sont les résidus réels que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais. Par contre, moi, ce que je vais voir, ce sont les résidus observés. Alors, je vais essayer de trouver ceci de façon à rendre petits les EIJK. Et pour rendre petits les EIJK, bah, il y a une façon de faire qui consiste à rendre minimum leur somme des carrés. Je pourrais essayer de rendre minimum leur somme des valeurs absolues. Comme ça, à brûle pour point, on pourrait dire bah, c'est aussi bien. En fait, non, c'est pas aussi bien. D'abord pour des facilités de calcul, mais ça c'était quelque chose qui avait de la valeur il y a quelques années, ça n'en a plus maintenant, puisqu'on peut tout calculer très vite. Par contre, ça engendre beaucoup de très bonnes propriétés statistiques. Souvenez-vous de toutes les bonnes propriétés statistiques qu'avait l'écart type par opposition à l'écart absolu moyen. Bah, ici c'est un peu pareil. Quand vous procédez comme ceci, c'est-à-dire en minimisant cette somme des carrés, vous avez derrière un très grand nombre de propriétés statistiques. Elles sont même tellement importantes que vous n'imaginez pas qu'elles sont liées à la méthode de moindre carré. Vous pensez qu'elles sont intrinsèques. Elles ne sont pas du tout intrinsèques, on va les voir. Bien, alors, on écrit ceci matriciellement. Y égale x bêta chapeau plus E. Et cette écriture matricielle, c'est exactement celle de la régression multiple. Donc maintenant, du coup, je peux appliquer tout ce qu'on a dit pour la régression multiple. Et ça va marcher, puisque j'ai ma matrice X de plein rang. Je me suis donné beaucoup de mal, justement, pour avoir une matrice de plein rang. Donc, je débouche, avec cette optimisation, aussitôt sur les mêmes équations normales, x' bêta chapeau égale x' y, c'est les mêmes équations. Je débouche dès l'instant que x' est inversible et x' est inversible sur bêta chapeau égale x' moins 1, x' y. C'est exactement la même formule. Vous voyez que il y a vraiment des parentés très fortes entre analyse de variance et régression multiple. Hein, ce fameux terme générique de modèle linéaire. Donc on applique la même formule. Alors, est-ce que les solutions sont simples? Ben, ça dépend. Alors, dans le cas d'un plan complet équi-répété, qui est quand même le plan standard, c'est le plan qu'essayent de faire tous les expérimentateurs. Dans le cas de plan complet équi-répété, les estimations sont particulièrement simples. Ah, alors allons-y. Ces estimations nous sont familières. On les a déjà vues, pour les premières d'entre elles, dans l'analyse de variance. Regardez, pour mu chapeau, on tombe sur y bar, point, point, point. Autrement dit, pour estimer mon rendement de référence, celui à partir duquel je vais positionner tous mes rendements, je prends le rendement moyen sur l'ensemble du plan d'expérience. C'est ce qu'on a déjà fait, c'est très bien. Pour estimer l'effet de la variété I, eh bien, je prends la différence entre deux moyennes. La moyenne, lorsque je cultive la variété I, est justement mon rendement de référence. Bon, ben cette différence-là, finalement, à la limite, vous n'avez pas besoin de statistiques pour la trouver. Si vous vouliez voir l'effet de la variété I, spontanément, vous dites, ben voilà, moi je prends le rendement que j'observe quand j'utilise la variété I, je prends mon rendement général et je fais la différence. Bon, ben, la méthode des moindres carrés, dans ce cas simple, nous donne ceci. Mais uniquement dans ce cas simple. Là, il y a un apport de la statistique qui peut être décisif. Je ne le fais que mentionner pour les meilleurs d'entre vous qui veulent réfléchir. Spontanément, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça pour aboutir à cette différence de moyenne? Sachant qu'on est en train de nous expliquer qu'on obtient exactement ça. Et là, je vous dis, oui, dans le cas équi-répété. Mais si vous appliquez cette formule dans un cas qui n'est pas équi-répété, eh bien, c'est tout. Ça peut conduire à des conclusions totalement fausses. Bon, ça c'est un peu compliqué, vous le notez. Vous le notez en disant, on a des formules simples, sous-entendu, ces formules simples ne marchent pas si on n'est pas dans le cas équi-répété. Donc notre intuition, qui est de dire, je prends la moyenne quand je cultive la variété I,
moins la moyenne générale. Cette intuition, elle marche bien si c'est écuit répété, mais si ce n'est pas écuit répété, elle ne marche pas. Elle peut donner des résultats complètement faux. Alors, je ne vous ai pas donné d'autres exemples. J'aurais dû. Il y a un exemple qui est très fameux au laboratoire. Alors, c'est une analyse de variance dans laquelle c'est de la promotion dans les magasins. C'est une étudiante qui faisait un stage dans une société de services qui travaille beaucoup avec les hypermarchés et qui les aide à analyser leurs données et notamment à fixer les prix pour le distributeur lorsque l'on met plus ou moins de facing, lorsqu'on se met en bas, en haut, etc. Bon, ça, il y a toute une industrie là. Bon. Donc les données de cette fille étaient les suivantes. Elle avait une taille de magasin. Donc on va dire, pour aller vite, les petits, les moyens, les gros. Les supermarchés, les hypermarchés et les gros hyper. Bien. Elle avait aussi des hauteurs. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième, cinquième. Voilà. Et puis elle avait des chiffres d'affaires pour un certain produit dont je ne me souviens plus. Ça tombe bien, il était très confidentiel. Alors quand la personne discutait avec moi, elle me dit « Oh là, c'est confidentiel, ne vous inquiétez pas, j'ai oublié. » Alors c'est peut-être des biscuits ou des huiles, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance. Donc elle disposait du chiffre d'affaires sur, on va dire, 15 jours. Et si on procède en regardant les simples moyennes, comme faisait d'ailleurs cette personne, elle dit, ben voilà, quand vous êtes au premier niveau, en moyenne, vous vendez tant. Quand vous êtes au deuxième niveau, en moyenne, vous vendez tant. Donc moi, je vous calcule le prix en fonction de ça. Si vous êtes à hauteur des yeux, vous en vendez plus, je vous facture plus cher. D'accord? Donc elle fait ce qu'il ne faut pas faire, parce que le plan n'était pas équilibré. Elle prend exactement cette formule. Et notre jeune amie, la statisticienne qui faisait son mémoire, lui a démontré que ce qu'il croyait être le niveau qui était le plus vendeur, en fait, il s'était trompé. Eh oui, il s'était trompé. Quand on analyse ça proprement, ce n'était pas au 5e niveau qu'il fallait mettre les produits, mais au 4e. Alors ça, c'est un exemple réel, qui est assez joli parce que, si vous voulez, le bon sens ne fonctionne plus. Vous voyez, le bon sens, il fonctionne quand c'est équilibré, mais il ne fonctionne plus si ce n'est pas équilibré. C'est un peu troublant, ça. Hein. C'est pour ça que je vous le raconte. Bon, alors on n'a pas fini de souffrir. Maintenant, il faut essayer de comprendre ce qu'est un coefficient d'interaction. Bon, bah là, il faut souffrir. Hein. Je suis un peu embêté de vous dire ça. Qu'est-ce que c'est que ce alpha, bêta et j? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a eu jusqu'ici une approche un peu impressionniste, on pourrait dire. Hein, antagonisme, synergie. Alors, regardons la formule qui nous donne l'estimation. Moi, quand je vois la formule qui me donne l'estimation, c'est la formule que vous avez dans tous les livres. YIJ point, moins Y bar I point point, moins Y bar point J point, plus Y bar point point point. Si vous êtes normalement constitué, cette formule ne doit rien vous évoquer. Bon, moi non plus. Alors par contre, je la retravaille un peu. Ah, allons-y, retravaillons là. Je prends le YIJ, le Y bar IJ point, moins le Y bar I point point, donc je prends ces trucs-là, moins, et puis je remets dans l'autre cas, entre parenthèses, d'accord, ceci. Ah, regardez bien ce que je fais là. Quand je fais Y bar IJ point moins Y bar I point point, je suis au niveau de la variété I, je suis ici. Et je fais l'écart entre ce qui se passe pour le fongicide J et ce qui se passe en général. En général, quand j'utilise la variété I. Maintenant, cette quantité-là, finalement, c'est un petit peu l'effet du fongicide J quand je suis pour la variété I. C'est bien ça? Alors maintenant, qu'est-ce que je regarde ici? Y bar, point J point. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ici. Ça, c'est l'effet du fongicide J en général, auquel je retranche la moyenne générale. Donc je suis en train de faire une différence entre cet écart-là, qui est l'effet du fongicide J pour la variété I, et cet écart-là, qui est l'effet du fongicide J en général. Ben là, on a une véritable et profonde compréhension de ce qu'est une interaction. Si ces différences sont les mêmes, ça veut dire que l'effet du fongicide J, que je sois dans la variété I ou pas, c'est pareil. Donc je n'ai pas d'interaction.
Si par contre ces différences ne sont pas du tout les mêmes, par exemple, en général l'effet du fongicide J il est bon, mais pour cette variété-là il est mauvais. C'est exactement la définition que je vous ai donnée de l'interaction. Donc je vous invite à phosphorer un petit peu sur ces formules, non pas que vous aurez à les utiliser parce que la machine va vous donner directement les coefficients, mais simplement pour que vous en ayez une compréhension profonde, pour que vous compreniez ce que vous faites. Ça, c'est très important. Alors, de même que je l'ai écrit comme ceci, vous pourrez faire ça à la maison, on peut l'écrire de cette façon-là, en regardant l'effet de la variété I quand je m'intéresse au fongicide J, et l'effet de la variété I en général. Cette approche symétrique est assez étonnante. Ça revient au même, tout ça. L'interaction, c'est aussi le fait que l'effet de la variété n'est pas le même selon le fongicide. Alors, vous n'aurez jamais à faire ces calculs. Hein. Alors, vous allez utiliser deux packages R. Il y en a un qui est dans un package qu'on a appelé AgroCampus, qu'on a fait. Pourquoi on l'a fait? Alors que c'est quelque chose qui est standard, c'est que les autres packages ne nous convenaient pas complètement. Ils étaient très bien, mais ça ne nous convenait pas. Donc il y a un programme qui s'appelle AOV.SOM, qui est dans AgroCampus, dont vous êtes déjà servi. Alors, quand on applique ce programme AOV.SOM à nos données, vous voyez, ici on met le modèle, variété plus fongicide, et puis pour écrire une interaction, c'est variété 2 points fongicide. Puis je dis où j'ai mis mes données, je les ai mis dans un truc qui s'appelle varfon, bon, très bien. Donc la machine, immédiatement, nous sort tout ceci, et en particulier les estimations. Voilà, elle nous sort toutes les estimations. Et bien d'autres choses qu'on verra plus tard. Donc on n'a pas à se soucier de tout ceci. Vous reconnaissez ici la variété 1, la variété 2, la variété 3. Ici, vous avez moins 1, 0, plus 1. Vous vous souvenez, on avait 2, 3, 4 comme moyenne. 2, 3, 4 comme moyenne, la moyenne générale valait 3. Donc on reconnaît bien moins 1, 0, 1. Et puis pour les fongicides, si vous vous souvenez, on avait 2 et 4 comme moyenne. 2, c'est la moyenne avec le fongicide 1. 4 la moyenne avec le fongicide 2. Donc on a plus ou moins 1. Et puis là, vous voyez les interactions. Variété 1, fongicide 1, variété 2, fongicide 1, etc. Bien. Alors, il y a une autre fonction dont vous allez sans doute vous servir, c'est la fonction LM, linéaire modèle, qui est une des fonctions de base de R, où vous retrouvez la même chose. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert d'avoir deux? Dans cette fonction générale, regardez bien, il y a variété 1, variété 2, mais il n'y a pas la variété 3. Pourquoi il n'y a pas la variété 3? Vous savez bien, c'est quelque chose qu'on calcule après. On a dit la variété 3, c'est moins la somme des deux autres. Donc en fait, la personne qui a programmé, elle a bien programmé le x' moins 1 x', mais elle n'a pas rajouté à la fin la variété 3, le fongicide 2, ni les autres interactions. Et ça, c'est pas pratique. Pour les praticiens que nous sommes, c'est pas pratique. Et c'est une des raisons pour laquelle on a été amené à écrire, c'est François Husson qui l'a faite, cette procédure, on a été amené à écrire notre même procédure parce que nous, on a besoin d'un tableau dans lequel il y a les 3 variétés et pas uniquement les 2 premières. Bien. Alors maintenant, on va regarder quelques propriétés de l'estimateur et puis après, on fera juste la pause juste après ça. Donc, propriété de l'estimateur. Alors, l'estimateur, c'est bêta chapeau égale x' moins 1 x'. On est exactement dans la même situation qu'en régression. Donc on va voir les mêmes résultats, à savoir l'estimateur est sans biais, c'est-à-dire E de bêta chapeau, ça vaut bêta. En moyenne, je tombe sur les bonnes valeurs. Et pour ça, j'ai juste besoin de l'hypothèse suivante, les résidus sont d'espérance nulle. Donc ce résultat, il est très général, il marche tout le temps. La variance de bêta chapeau, c'est très important. La variance de bêta chapeau, c'est la variance qui est attachée à mes estimations, donc je vais avoir des intervalles de confiance à un moment. Quelle est la précision de mes estimations? Tout ceci, ça réside dans cette matrice de variance-covariance. Donc dans cette matrice de variance-covariance, je vais surtout regarder la diagonale qui me donne les variances des estimateurs. Alors dans le cas des plans complets et QI répétés, on a des relations particulièrement simples. Alors je vais en commenter une, mais ça nous rappelle tout à fait des choses que nous avons déjà vues dans le cas de l'analyse variance à 2 facteurs sans répétition. Regardez la variance de alpha i chapeau. Alors, vous voyez où on est. Alpha i chapeau, c'est j'estime le coefficient de la variété i. Voilà, je trouve par exemple plus 10 quinto. Bon, j'ai une variance attachée à ça.
Alors cette variance, elle dépend de quoi? Elle dépend de sigma 2. C'est sûr que si j'ai une expérience avec une forte variation résiduelle, mes estimations vont être entachées d'une forte variabilité. Si au contraire j'ai une expérience avec une très faible variabilité résiduelle, mes estimations vont être entachées d'une faible variabilité. Ça, c'est le sigma 2. Alors, le sigma 2 est divisé par kj. Qu'est-ce que c'est que kj? K, c'est le nombre de répétitions, J, c'est le nombre de fongicides. Donc kj, c'est finalement le nombre de parcelles qui ont reçu la variété I. D'accord? Kj, c'est le nombre de parcelles qui ont reçu la variété I. Donc je retrouve la fameuse formule sigma 2 sur n quand j'estime une moyenne, où j'ai sigma 2 divisé par le nombre de données. Eh bien, ici, kj, c'est le nombre de données disponibles pour estimer alpha I. Voilà. Donc il y a un petit terme correctif, mais qui n'a pas trop d'importance ici. Donc j'ai la même chose, bien sûr, pour bêta j, où je divise cette fois le sigma 2 par ki, c'est-à-dire le nombre de données disponibles pour estimer le fongicide J. Et puis, pour estimer les coefficients d'interaction, ça va être un petit peu plus difficile parce que j'ai moins de données. Pour estimer un coefficient d'interaction, je n'ai que k données. Voilà. Donc c'est un petit peu plus difficile. Ils sont connus avec moins de précision souvent. Voilà. Donc on reprend l'analyse des résidus. On a beau estimer nos paramètres de la meilleure façon possible, c'est-à-dire de façon à estimer le mieux possible les rendements observés, on n'arrive pas exactement à prédire ces rendements. Il y a toujours un écart entre ce que l'on prédit et ce que l'on observe. Alors, le premier terme ici est tout à fait analogue à la régression. On regroupe dans le vecteur y toutes les prévisions de rendement par le modèle. Et le modèle, qu'est-ce que c'est? C'est x bêta chapeau. Donc tout simplement, on écrit x bêta chapeau. Et on obtient y chapeau, ce qui est prédit par le modèle. Alors concrètement, quand j'écris y chapeau ijk, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut mu chapeau plus alpha chapeau i plus bêta chapeau j plus alpha bêta ij. Et ça vaut, figurez-vous, y bar ij point. Notre modèle, il est tel qu'on arrive toujours à estimer parfaitement les moyennes des cases. Par contre, évidemment, il reste quelque chose qui est le résidu, ce qui se passe intracase. Ça veut dire que les résidus que l'on définit comme l'écart entre la vraie valeur et la valeur prédite, qui est écrite ici pour une parcelle, mais que je peux ici écrire globalement, eh bien ces résidus, on les estime tout simplement en faisant la différence dans chaque case entre chaque donnée et la moyenne de la case. Vous reconnaissez ici y ijk, qui est une donnée, et puis y bar ij, qui correspond à la moyenne de la case ij. Donc les résidus, là, se calculent de façon excessivement simple. Alors ces résidus, ils ont plusieurs propriétés. Ces propriétés, je reprends les équations de la régression, c'est x' e égale 0. Qu'est-ce que ça veut dire x' e égale 0? Eh bien ici, ça veut dire que la somme des résidus au sein de chaque case est nulle. Bon, vu la façon dont on les calcule, c'est assez élémentaire. Hein? Alors, ces résidus servent à deux choses. Ils servent d'abord à essayer de détecter des données un peu étranges. Par exemple, une parcelle qui a beau avoir une combinaison de facteurs qui d'habitude donne des rendements très élevés, eh bien cette parcelle, avec cette même combinaison de facteurs, donne un rendement très faible. Bon, voilà, c'est un résidu un peu étrange qu'on va peut-être être amené à examiner. Est-ce qu'il y a une erreur quelque part? Ça, c'est une première utilisation des résidus. La deuxième utilisation des résidus, c'est pour estimer la variance résiduelle. Et estimer la variance résiduelle, ça a aussi deux fonctions. Une première fonction qui est de permettre de faire des tests statistiques, qu'on va faire par la suite. Et puis la deuxième fonction, c'est intrinsèquement, ça nous permet de connaître la variabilité, on va dire, biologique dans notre cas. Alors, pour estimer ceci, on va travailler sur la somme des carrés des écarts résiduels, c'est-à-dire la somme des EIJK au carré. Et puis cette somme des EIJK au carré, on va la diviser par le nombre de degrés de liberté. Et en procédant ainsi, on obtient un estimateur sans biais de la variance résiduelle. Donc ça, c'est un raisonnement qu'on a déjà tenu. La première idée pour estimer la variance résiduelle, c'est de dire, je prends les résidus, ces résidus sont de moyenne nulle, donc je fais la somme des carrés, je divise par n, et puis ça me donne la variance des résidus observés.
cette variance des résidus observés, je peux avoir dans l'idée que c'est une bonne estimation de la variance des résidus réels. En fait, non, parce que justement, j'ai calculé mes estimations de façon à avoir les EI petits. Donc les EI, ils nous donnent toujours une image optimiste des vrais résidus. Optimiste, c'est-à-dire petite. Alors, quel est le coefficient? Le coefficient, c'est le nombre de degrés de liberté. Alors, le nombre de degrés de liberté, je vous ai déjà dit ce que c'est à de nombreuses reprises. Il y a plusieurs façons de le voir. Peut-être que la façon la plus simple, quand on a un modèle, c'est de dire, voilà, c'est le nombre de données, petit n, moins le nombre de paramètres indépendants estimés. Le mot indépendant est important. Vous voyez, j'estime alpha 1, alpha 2, alpha 3. Certes, mais le alpha 3, en fait, il ne compte pas. J'estime alpha 1, alpha 2, puis quand j'ai alpha 1, alpha 2, j'aurai le alpha 3 par la suite. Donc c'est bien le nombre de paramètres indépendants estimés. Donc ça, c'est peut-être la règle la plus simple hein, pour calculer les résidus, les degrés de liberté, pardon, associés aux résidus. L'autre façon, c'est de dire, j'ai une somme de termes, combien de termes je peux fixer indépendamment? Alors j'ai combien de termes? Eh bien j'en ai n. Bien. Et j'ai combien de relations entre les termes? Eh bien on sait que dans chaque case, la somme vaut 0. J'ai combien de cases? ij. Ah ouais, n moins ij. Vous avez les deux façons d'aborder ceci. Et quand vous divisez la somme des carrés des écarts résiduels par le nombre de degrés de liberté, vous avez donc un estimateur, sigma chapeau, qui est sans biais. L'espérance de cet estimateur vaut exactement sigma 2, c'est très pratique. Alors dans l'exemple numérique, encore une fois, ici c'est particulièrement simple. Je suis dans la première case, variété 1, fongicide 1. J'ai observé 1 et 3, moyenne 2. Donc ici j'ai un résidu de moins 1, ici j'ai un résidu de plus 1. Deuxième case, 2 et 2, moyenne vaut 2, résidu 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ah, ici j'ai 6 et 4. La moyenne vaut 5, donc le premier est à plus 1, le deuxième est à moins 1. Voilà tous les résidus. Ils valent 0 ou 1. Bon, c'est un petit cas très simple que j'ai pris pour qu'on puisse faire les calculs facilement. Donc la somme des carrés vaut 8. Alors j'ai combien de degrés de liberté? Eh bien j'en ai 12. J'ai 12 données. Moins combien de cases? 6 cases. 12 moins 6, 6. Donc pour avoir mon estimation de la variance résiduelle, 8 divisé par 6. Donc l'écart type résiduel, c'est 2 sur racine de 3, ça fait 1,15. Vous voyez qu'on a un écart type de 1,15, alors toutes mes valeurs sont 0 ou 1. Vous voyez que le paquet de nombres que constituent les résidus, ils valent 0 ou 1, c'est très optimiste par rapport aux vrais résidus, hein, puisque les vrais résidus ont un écart type de 1,15. Alors, exemple numérique, tout ça ci est calculé, hein, alors on peut prendre soit l'une soit l'autre. Là, je vous ai pris un extrait de la fonction LM, la fonction de base de R dont j'ai déjà parlé. Quand vous demandez résiduel, c'est bien, ça vous sort tous les résidus. Pour l'observation A, ça vaut moins 1, 1. Ici, ça vaut 0, 0, vous retrouvez tous les chiffres. Donc ça, vous savez le sortir. Et puis si vous demandez le résumé, eh bien vous avez le standard et vous retrouvez le 1.155, c'est bien ce qu'on vient de faire ici. Donc vous pouvez retrouver tout ceci, bien sûr. Vous n'avez jamais à le calculer à la main. On vous incite toujours à faire un ou deux calculs à la main pour que vous compreniez bien comment ça marche. Mais dans la vraie vie, on ne fait jamais les calculs à la main, bien sûr. Tout ceci va nous permettre de faire une analyse statistique. Parce que jusqu'ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de l'estimation de paramètres. Alors maintenant, faire de l'analyse statistique, c'est dire là-dedans, qu'est-ce qui est significatif, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on peut considérer véritablement qu'il y a un effet variété ou pas, compte tenu des données dont nous disposons? Alors la base de l'analyse statistique, c'est la décomposition de la variabilité. Je reprends cette idée très importante que j'ai déjà maintes fois exprimée. Quand je regarde toutes mes parcelles, je n'ai pas le même rendement, donc j'ai de la variabilité. Ça, c'est la variabilité totale. Et cette variabilité totale, je vais essayer de la décomposer en différentes parties. Due à la variété, due au fongicide, due à l'interaction. Voilà, c'est ça que je voudrais faire. Alors dans un premier temps, je ne vais pas faire une décomposition fine, je vais faire une décomposition globale, un petit peu comme si je considérais que j'ai non pas deux facteurs, mais un seul à 6 modalités. Vous voyez, là, je considère que j'ai un facteur à 3 et un facteur à 2. Un facteur à 3 modalités, variété, un facteur à 2 modalités, le fongicide. Maintenant, je peux considérer que j'ai un facteur à 6 modalités. Le couple 1-1, 1-2, 2-1, 2-2. Bon. Alors, dans ce cas-là, eh bien, j'aurai une décomposition qui est la suivante. Alors, regardez bien. YIJK bois Y bar. Ça, c'est la variabilité totale. Cette variabilité totale, je la décompose entre une partie expliquée par le modèle, Y chapeau moins Y bar. Ça, c'est la partie qui est expliquée par le modèle.
Si le modèle il me prévoit toujours le même rendement, ben, il n'explique pas grand-chose. Si par contre le modèle me prévoit de temps en temps bien au-dessus de la moyenne, de temps en temps bien au-dessous, ah alors là le modèle il m'explique des choses. C'est bien ce que je montre ici avec le y chapeau moins y bar. Et puis ici j'ai le résidu y ijk moins y chapeau ijk. Bien. Donc compte tenu du fait que le y chapeau c'est le y bar et j point, j'ai donc cette écriture. Cette écriture, j'élève le tout au carré, je fais la somme sur les IJK, les doubles produits s'éliminent, toujours, dans cette première partie de l'écriture, toujours. Et j'obtiens bien une somme de carré des écarts totale qui se décompose en deux parties, une partie expliquée par le modèle, une partie résiduelle. Ça marche tout le temps. On a vu la même écriture pour la régression. Donc, quel que soit votre modèle, vous pourrez toujours écrire le total se décompose en une partie expliquée par le modèle, quel que soit ce modèle, et une partie résiduelle. Ça, vous pouvez toujours l'écrire. Et ça va vous permettre de voir en gros ce qu'explique votre modèle. Bien. Alors, on va essayer maintenant une décomposition plus fine. Alors, dans cette décomposition plus fine, vous voyez, tout à l'heure, j'avais simplement l'effet de la case ici. Eh bien, ceci, je vais le décomposer. Alors, le total, il n'a pas bougé. Le résidu YIJK moins Y bar et J point, il n'a pas bougé. C'est cette partie-là qui maintenant se décompose en trois parties. Une partie qui est due à la variété, Y bar, I point, moins Y bar. Donc ça, c'est la partie variétale du modèle. Est-ce que le modèle, il me prédit toujours le même rendement, quelle que soit la variété, ou est-ce qu'au contraire, selon la variété, il me prédit quelque chose de grand ou de petit? Voilà la question qui nous intéresse. Ensuite, je regarde, est-ce qu'il y a un effet du fongicide? Donc, si mon modèle il me prévoit toujours le même rendement, quel que soit le fongicide, ça veut dire que cette partie du modèle n'explique pas grand-chose de la variabilité. Si au contraire mon modèle me prévoit de très fortes valeurs pour certains fongicides, de très faibles valeurs pour d'autres, c'est important. Donc, c'est ce que vous reconnaissez ici. Et puis ici, c'est l'effet d'interaction que nous avons déjà vu. Bien. Alors, dans le cas du plan écuit répété, complet écuit répété, et dans ce cas seulement, lorsque vous élevez au carré et lorsque vous faites la sommation, les sommes des doubles produits s'éliminent. Bon. C'est-à-dire que lorsque vous avez un plan complet écuit répété, il va être très facile, j'ai presque envie d'utiliser très confortable, de décomposer la variabilité en une partie qui est due une partie qui est due à la variété, une partie qui est due au fongicide, une partie qui est due à l'interaction. Et vous pourrez exactement voir qui joue quoi, combien. Si vous n'avez pas un plan écuit répété, cette équation ne fonctionne plus. Si vous n'avez pas un plan complet écuit répété, vous avez du mal à séparer l'influence des uns et des autres. Alors, la statistique vous fournit des outils dans ce cas-là, qui dépassent le cadre de ce premier cours. Ce que vous retenez, c'est que quand vous avez un plan écuit répété, tout est très facile. Et vous, expérimentateurs, essayez de faire ça. Mais si vous ne pouvez pas, pour des tas de raisons, il y aura quand même des outils, ça sera un petit peu plus difficile, mais il y aura quand même des outils pour le faire. Ce n'est pas du tout ou rien, on est bien d'accord. Alors ici, vous reconnaissez la part somme des carrés des écarts totales due à F1, la part totale c'est celle-ci, ça c'est ce qui est dû à F1, dû à F2, dû à l'interaction. Tout ceci donne lieu à un tableau. Alors évidemment, c'est sûr que le tableau, quand on le voit comme ça, il est un petit peu dur. Alors, qu'est-ce que vous avez à retenir? Que vous décomposez la variabilité totale entre une partie due à F1 et F2, interaction résiduelle. Il y a des sommes de carrés, dont ici on vous rappelle les formules. On en dira peut-être un petit mot. Il y en a une qui est facile, c'est celle-ci, puisque c'est pratiquement la variance totale. YIJK moins Y bar. Puis je fais la somme des carrés. Celle-ci, résiduelle, on la connaît, c'est la somme des EIJK au carré. Il y a des choses qu'on connaît quand même.
Bien. Et puis ici, la partie qui est due à F1, on peut l'écrire comme ça, comme on l'a fait. Il y a une autre écriture ici qui n'est pas inintéressante. Hein. La partie due à F1, vous voyez, vous reconnaissez ici somme des alpha i carrés. Je vous avais dit, si les alpha i sont presque tous les mêmes, votre modèle, il n'explique pas grand-chose de ce point de vue-là. Si par contre mes alpha i sont très différents, le modèle explique des choses. Donc on voit bien ici que cette somme des carrés, elle dépend des sommes des alpha i carrés. Et puis ici, les degrés de liberté. Alors allons-y. IJK-1, on le connaît, c'est ce qui est habituel. Hein. J'ai une somme des carrés, très bien, la somme vaut 0, j'ai qu'une seule contrainte. Pour le résidu, on en a déjà parlé, IJK moins IJ. Et puis ici, vous retrouvez, comme on l'a déjà vu, le nombre de paramètres estimés. Hein. Pour le facteur F1, en fait, j'estime I-1 paramètres. D'accord ? J'estime alpha 1, alpha 2. Le alpha 3, je l'aurai après. Donc c'est le nombre de paramètres indépendants estimés, pour être plus précis. Ici aussi, c'est pareil. Donc là, vous pouvez avoir une intuition de ceci en disant, voilà, c'est pas compliqué. Cette somme-là, c'est une somme de grands I termes. Et puis la somme de ces termes, elle vaut 0. Donc j'ai au départ I, j'ai une contrainte, 1, I-1. Voilà. Donc ici, vous avez une autre façon de voir qui est le nombre de paramètres. Alors, cette écriture-là, algébrique, elle ne vaut que si le plan est complet, cuit, répété. Et si le plan n'est pas complet, cuit, répété, qu'est-ce qui se passe? Vous allez aussi ici avoir des sommes, mais ça ne va pas s'additionner. Encore une fois, c'est un peu plus compliqué. Ce qui est toujours vrai, c'est que la partie qui est due au modèle, c'est la totale moins la résiduelle. Ça marche toujours. Et avec ça, vous pourrez toujours calculer un coefficient R2 qui est le pourcentage de variabilité expliqué par le modèle, ce que nous avons déjà appelé coefficient de détermination. Alors, on peut reprendre notre exemple numérique. Ce n'est pas inintéressant. Vous vous souvenez, la variance de Y valait 3. Hein, moyenne 3, variance 3. Donc la somme des carrés, c'est 3 fois 12, ça fait 36. Bien. La somme des carrés des cas résiduels, on l'a vu, c'était 8. Hein. Il y avait 8 fois 1 et puis 4 fois 0, si vous vous souvenez. Donc le R2, c'est 28 sur 36. Ça fait 78%. Donc dans mon petit exemple numérique, le modèle explique 78% de la variabilité des données. Donc c'est un chiffre élevé. Est-ce qu'il est significatif ou pas? On va se poser la question. Et puis une fois qu'on s'est posé la question, on peut regarder si chacun des effets est significatif ou pas. Alors c'est vrai que en pratique, alors qu'est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, on envoie un programme. Alors ici, j'ai repris, de temps en temps, je prends l'un, de temps en temps, je prends l'autre. Je reprends AOV.sum, là, d'AgroCampus. Et puis, vous voyez, la machine me sort un tableau dans lequel j'ai variété, fongicide, l'interaction, les résidus. Vous reconnaissez pour la variété 8. Les résidus, vous reconnaissez, pardon, pour les résidus 8. La somme fait 36. 3 fois 8, 24 et 12, 36. Et puis, ici, vous prenez les formules qui sont assez faciles à utiliser quand vous utilisez somme des alpha i carrés. Hein. Voilà. Et puis vous retrouvez ici les degrés de liberté. Alors il y a d'autres choses qui sont les tests, ce qu'on va voir maintenant. Alors, test global d'un effet. C'est vrai qu'en analyse de variance, ce qui nous intéresse, c'est les 3 questions ici. Est-ce qu'il y a un effet variété? Est-ce qu'il y a un effet fongicide? Est-ce qu'il y a un effet d'interaction entre la variété et le fongicide? Bon. Donc, on a 3 tests à faire ici. Donc, 3 hypothèses H0. Alors, hypothèse H0. Lorsqu'on teste F1, ça veut dire qu'on teste l'hypothèse, il n'y a pas d'effet de la variété, tous les alpha i sont nuls. On sait que la somme vaut 0. Donc s'ils sont égaux, ils sont tous égaux à 0. Lorsqu'on teste l'effet du fongicide, notre hypothèse H0, c'est bêta j égale 0, quel que soit j. Et puis pour l'interaction, pareil. Et l'hypothèse alternative. L'hypothèse alternative, elle est vraiment très complexe. Notre hypothèse alternative, c'est qu'il y en a au moins différents des autres. Donc ça peut être une variété contre toutes les autres, ça peut être 2 contre 3, ça peut être, il y a toutes les combinaisons possibles. Donc c'est une hypothèse très riche. Et on n'a pas fini quand on a décrété qu'on avait un effet significatif. Alors sur quoi allons-nous nous fonder? Les résultats dont on dispose, carré moyen résiduel. Alors vous savez ce que c'est qu'un carré moyen? C'est une somme des carrés d'écart divisé par le degré de liberté. Donc je prends le carré moyen résiduel 8, je divise par le degré de liberté 6, c'est mon estimation de la résiduelle, on l'a déjà vu. Bon. Je sais que ceci, en moyenne, ça vaut sigma 2. Bon.
D'ailleurs, j'ai choisi de diviser ma somme des carrés des résidus par le degré de liberté, précisément pour avoir un estimateur sans biais. Alors, les résultats qui suivent sont vrais dans le cas du plan EQ-répété. Si le plan n'est pas EQ-répété, c'est un peu plus complexe. Mais vous allez voir l'état d'esprit. Alors l'état d'esprit, en fait, on l'a déjà vu, parce que ce que je suis en train de faire là, eh bien, ce n'est rien d'autre que ce qu'on a déjà fait dans l'analyse variance, même à un facteur. Regardez bien, l'espérance du carré moyen du haut facteur 1, ça vaut sigma 2 plus quelque chose qui dépend de la somme des alpha i carrés. Reprenons. Admettons qu'il n'y ait pas d'effet variété. Il n'y a aucun effet variété. Je peux quand même calculer le carré moyen qui va avec. Je m'attends à quoi? Je pourrais m'attendre à dire, s'il n'y a pas d'effet variété, je m'attends à 0. En fait, ce n'est pas ce que j'ai. C'est pas ce que j'ai. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'effet variété, je vais quand même avoir des petites différences entre mes cases. J'en aurai forcément un petit peu. Et ces différences, elles sont de quel ordre de grandeur? Elles sont de l'ordre de grandeur sigma 2, précisément. Donc vous voyez qu'ici, j'ai deux parties. Une partie qui est la partie aléatoire, incompressible. Et puis ici, une partie qui dépend de l'effet. Alors si par contre, j'ai un effet très fort, je vais avoir des alpha i qui vont être très différents de 0, plus 25, moins 25. Et dans ce cas-là, cette quantité va être très importante. Donc je vois bien que ce carré moyen factoriel, il va avoir tendance à être très très grand si j'ai un effet du facteur. Et il va avoir tendance à être petit si je n'ai pas d'effet du facteur. Donc ça, on a déjà vu quelque chose comme ça. Hein. Alors, si maintenant je prends le carré moyen du haut deuxième facteur, j'ai une formule analogue, et je l'ai également pour l'interaction. Donc j'ai d'un côté une variance résiduelle qui, quoi qu'il arrive, vaut en espérance sigma 2. J'ai de l'autre côté des carrés moyens factoriels qui sont d'autant plus grands que le facteur joue. Et puis si le facteur ne joue pas, il me donne une estimation de sigma 2. Alors on va construire le test de façon très simple, hein, en faisant tout simplement le rapport du carré moyen factoriel avec le carré moyen résiduel pour obtenir un f. Donc ici, on vous rappelle le raisonnement. Ce qui est toujours vrai, c'est que l'espérance de sigma carré chapeau vaut sigma 2. Si H0 est vrai, alors cet autre carré moyen vaut aussi en espérance sigma 2. Donc l'idée, c'est de les comparer. Alors ce rapport, je m'attends à quoi? Si le facteur ne joue pas, je m'attends à quelque chose autour de 1. Et puis si au contraire, j'ai un effet du facteur qui est assez fort, eh bien je m'attends à quelque chose de beaucoup plus grand que 1. D'autant plus grand que mon facteur est fort. C'est ça? Presque. Presque. D'autant plus grand que mon facteur est fort et que j'ai beaucoup de données. Ah, ça se voit où ça? Alors je reviens en arrière, un tout petit peu. Regardez cette formule ici. Ceci va être d'autant plus grand que mon effet est fort. Le voilà. Mais je multiplie par kj, par le nombre de données. Ça, c'est la distinction entre intensité et significativité. Donc je fais le rapport entre les deux. Je m'attends à quelque chose autour de 1 si je n'ai pas d'effet. Je m'attends à quelque chose de plus grand que 1 si j'ai un effet. Alors, la loi de ceci, en fait, c'est une loi de f. Hein, et voici un dessin d'une loi de f. Alors, j'ai écrit ici la loi de f sous H0, c'est-à-dire il n'y a pas d'effet. Alors, s'il n'y a pas d'effet, je m'attends à ceci. Alors, vous voyez, je m'attends à des valeurs petites autour de 1. Très bien. Donc, je vais avoir une zone d'acceptation qui comprend les petites valeurs, une zone de rejet qui comporte les grandes valeurs, et puis la statistique va m'aider à fixer une limite, et la limite, je la fixe avec le risque de première espèce, et alpha égale 5%. J'ai donc bien une zone de rejet qui est unilatérale. Je ne rejette cette hypothèse que si mon rapport est anormalement grand, anormalement entre guillemets. Bien. Donc ça, c'est un raisonnement qu'on a déjà maintes fois tenu, et qui doit sans doute vous être maintenant un petit peu familier. L'autre façon de voir les choses, qui est en fait ce qu'on utilise en pratique, c'est de calculer la probabilité critique. Alors regardez, j'ai calculé mon f-ops ici en faisant le rapport des deux carrés moyens factoriels. Ce f-ops, je le situe dans la distribution, et puis je regarde la probabilité des plus grands. C'est la probabilité critique. Donc la probabilité critique,
c'est la probabilité d'obtenir sous le seul effet du hasard, hein, un effet du facteur au moins aussi grand que celui effectivement observé. Je le répète parce que c'est important. C'est analogue à des définitions que j'ai déjà maintes fois données. La probabilité critique ici, elle est égale à la probabilité d'obtenir sous le seul effet du hasard. Je prends des nombres au hasard, en respectant bien sûr mon tableau de 6 cases, 2 par case. Donc c'est la probabilité d'obtenir sous le seul effet du hasard un effet du facteur, sous-entendu un carré moyen factoriel, un effet du facteur au moins aussi grand que celui effectivement observé. Voilà. Alors en pratique, bien sûr, on regarde la probabilité critique et on la compare à 5%, c'est bien plus commode. Alors voyons un peu maintenant ce tableau d'analyse de variance. Alors on en a déjà vu un petit bout. Ce tableau il sort directement par le logiciel. Hein. Alors vous reconnaissez ici la totale 36 qui se décompose en toutes ses parties, les degrés de liberté. Alors carré moyen, le carré moyen je vous rappelle, c'est la somme des carrés par le degré de liberté. Donc 8 divisé par 2, 4, 8 divisé par 6, 4 tiers, etc. Quand je fais le test, 3, qu'est-ce que c'est 3? C'est le carré moyen du facteur divisé par le carré moyen résiduel. Donc c'est 4 divisé par 4 tiers, ça me donne bien 3. Ici, j'ai 12 divisé par 4 tiers, ça me donne 9. Ici, j'ai 4 divisé par 4 tiers, ça me donne 3 encore. Bien. Alors une fois que j'ai ces valeurs-là, la première, 3. Si je regarde le f, alors j'ai combien de degrés de liberté? J'ai 2 et 6 degrés de liberté. Alors le f 6 à 2, il vaut 5. Donc 3 est plus petit que 5, donc ce n'est pas significatif. Et de fait, j'ai une probabilité critique de 12%. Donc une probabilité de 0,12, c'est supérieur au seuil que je me fixe a priori, qui est de 5, 0,05. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'un effet variété de la même ampleur que celle de mon jeu de données, bah, c'est quelque chose que j'observe dans 12% des cas par des simples données au hasard. Bon, je me dis, bon, je n'ai pas trop lieu de penser que j'ai véritablement un effet variété. Autrement dit, des écarts entre variétés du même ordre de grandeur, ici, 2, 3, 4, si vous vous souvenez, c'est quelque chose qui est un peu du même style que ce que j'observe par hasard. Alors regardons maintenant ce qui est dû au fongicide. Donc ici, j'ai 9. Le F, c'est 1 et 6. Donc le F, la limite, c'est 5,99, quand je prends le quantile qui correspond. Hein. Et de fait, j'ai une probabilité critique de 0,02. Donc par contre, l'effet fongicide est, lui, significatif. Bon. Là, je suis dans une situation qui est assez classique, c'est où je fais une analyse de variance avec plusieurs facteurs. J'ai certains facteurs qui sont significatifs, d'autres facteurs qui ne le sont pas. Bien. Alors maintenant, regardons un petit peu sur les données. Alors regardez ici. J'ai des valeurs là, 2, 3, 4, donc j'ai des différences de 1. Elles ne sont pas significatives. D'accord? Là, 2, 4. Hein, j'ai aussi des différences de 1 par rapport à la moyenne. Vous voyez, la moyenne vaut 3. Donc 2 par rapport à 3, c'est moins 1. 4 par rapport à 3, c'est plus 1. Mais ici, j'ai aussi moins 1. Ici, j'ai aussi plus 1. J'ai l'impression de voir des coefficients qui sont un peu du même ordre de grandeur. Vous ne trouvez pas? Et dans un cas, c'est significatif, celui-là, fongicide, et dans l'autre cas, ce n'est pas significatif. Vous voyez, ça ne s'invente pas, ça. Vous voyez des écarts de rendement de plus ou moins 1. Bah, où ça l'est, où ça l'est pas. Bah, ça dépend. Alors, quand ce sont des variétés, ce n'est pas significatif. Quand ce sont des fongicides, c'est significatif. D'où est-ce que ça vient, ça? Eh bien, ça vient du fait que, quand je regarde une variété, j'ai 4 données pour la variété. Quand je regarde un fongicide, j'ai 6 données. Donc j'ai un outil qui est bien meilleur pour voir des écarts entre fongicides que des écarts entre variétés. Vous voyez? Voilà pourquoi, j'essaie de vous donner l'intuition, on a des effets qui sont significatifs dans un cas qui ne sont pas dans l'autre. Bon, bien sûr, vous pourriez ne pas prendre ceci en compte et dire, moi je regarde la probabilité critique, c'est significatif, ça l'est pas, et je continue. Alors, nous on dit ça ne suffit pas, parce qu'après il faut regarder les coefficients. Ce que nous faisons ici. Alors, l'effet fongicide est significatif. Alors maintenant, il faut faire les tests sur les coefficients. Alors dans le cas du fongicide, le test est un peu formel puisqu'il n'y a que 2 coefficients. Il n'y a que 2 coefficients et l'un c'est moins l'autre. Mais on va quand même faire le calcul numérique. Par contre, lorsque vous avez des variétés, admettons vous testez simultanément dans un grand plan d'expérience 10 variétés. Il y a un effet significatif. Ça ne vous suffit pas. Vous vous dites, d'accord, il y a un effet significatif, les variétés ne me conduisent pas au même rendement, très bien,
Mais où sont là-dedans les très bonnes variétés, où sont les très mauvaises? Où sont les coefficients alpha i significativement différents de 0? Où sont les coefficients alpha i non significativement différents de 0? Et parmi ceux qui sont significativement différents de 0, quels sont les positifs, les négatifs? Donc je reprends. Une fois que vous avez observé un effet significatif, encore faut-il savoir quelles sont les modalités qui conduisent à des valeurs significativement plus grandes, quelles sont les variétés qui conduisent à des valeurs significativement moins grandes. Alors c'est ce que nous faisons ici par le test de chacun des coefficients. Et c'est ce que la machine sort, bien sûr, systématiquement. Donc vous reconnaissez ici, test de conformité de bêta j égale 0. Alors, hypothèse H0, bêta j égale 0, hypothèse H1, bêta j différent de 0. Bon. Alors, ce test, d'un point de vue formel, il se déroule exactement comme celui de la régression. Il se déroule exactement comme les tests qu'on a déjà vus pour la régression, pour la disvariance, 1, 2 facteurs sans répétition, ça ne change rien sur le principe. Alors, reprenons un petit peu. La loi de bêta chapeau J. Alors, c'est une loi normale. Bon, tout ça, ça se démontre. On ne vous fait pas de démonstration ici. Cette loi normale, elle est assurée lorsque les résidus suivent une loi normale. Et si les résidus ne suivent pas une loi normale, ben la loi, ce n'est pas exactement une loi normale, mais ça n'en est pas très loin, donc ce n'est pas très grave. C'est pour ça qu'on dit notre procédure est robuste vis-à-vis de cette hypothèse. Alors, cette loi normale, elle a pour espérance bêta j, ça on sait que l'estimateur est sans biais, on l'a déjà vu, et puis bah, on a une certaine variance, et cette variance, où est-ce qu'on va la chercher? On va la chercher dans l'expression x-1, sigma 2, formule que nous avions vue. Alors dans le cas d'un plan complet QI répété, les formules sont plus simples, les voilà. Donc je calcule la loi de bêta chapeau j moins son espérance divisé par son écart type, sauf que ce n'est pas le véritable écart type, ici sigma 2, c'est son estimation, sigma chapeau. Donc je n'ai pas une loi normale centrale réduite, j'ai une loi de Student. Donc c'est toujours le même raisonnement. Je prends mon indicateur, bêta chapeau j, je le normalise. Normaliser, c'est je divise par sa moyenne, je retire sa moyenne et je divise par son écart type. Ça me donne normalement une loi centrale réduite, sauf que je ne divise pas exactement par l'écart type, mais par son estimation, ce qui me donne une loi de Student. Et à partir de ça, eh bien, je fais le test. Alors, je ne vous fais pas tout. Ce qu'on va simplement regarder, c'est les probabilités critiques. Donc, je prends mon indicateur bêta chapeau j sur sigma, et sous H0, ça suit une loi de T. D'accord? Parce que sous H0, bêta j vaut 0, donc j'ai bien bêta chapeau j sur le sigma chapeau qui correspond. Hein? Voilà. Et à partir de là, je calcule les probabilités critiques, et à partir de la probabilité critique, eh bien, je prends ma décision concernant le test. Alors, petit exemple numérique, pour avancer un petit peu. Voilà, je prends bêta 1, alors bêta 1, vous vous souvenez, ça valait moins 1, hein, c'est le premier fongicide, le moins bon. Bon, vous vous souvenez des calculs, hein, on avait 4 tiers comme estimation du résidu. Là, je vous rappelle la formule et je fais le calcul, on obtient donc 1/9 comme écart, comme variance associée à bêta j. Donc ici, on peut faire le calcul explicitement. De toute façon, vous n'aurez jamais à faire ce calcul, ça sort sur les machines. Alors on calcule le t, qui est un indicateur normalisé, donc j'ai moins 1 divisé par racine de la 9e, divisé par un tiers, ce qui me donne moins 3. Alors moins 3, c'est significatif, hein. C'est significatif. Je calcule la probabilité critique, je tombe sur 0,024. Voilà. Donc je rejette l'hypothèse H0, ça tombe bien, ce bêta 1 est significatif. Je vous l'ai dit, vous n'aurez jamais à faire ce calcul. Bon, ben là, je reprends la sortie LM. Regardez sur la sortie LM, j'ai bien les estimations. Alors, pour le fongicide 1, voilà, j'avais moins 1. Et puis ici, j'ai la t-value qui vaut moins 3. La voilà, ici. Et puis ici, il ne faut pas que je me trompe, c'est ça, j'ai le 0,24. Voilà, c'est exactement ça. Donc, vous n'avez jamais à faire ce calcul, vous avez simplement à savoir l'interpréter et à comprendre ce qui se passe. Alors, ce 0,24, c'est exactement la probabilité critique qu'on avait vue pour l'effet du facteur. Ici, on est dans un cas particulier. Lorsque vous avez un facteur à 2 modalités, il revient au même de faire le test global du facteur ou faire le test d'un coefficient, puisque les 2 coefficients sont les mêmes. Donc c'est un petit cas particulier. C'est donc pas un hasard si je trouve ici 0,24, valeur que j'avais trouvée dans le test global.
On peut calculer bien sûr l'intervalle de confiance. On a déjà fait ce genre de calcul. Alors, à partir de la loi de l'estimateur, alors vous avez ici bêta j chapeau moins bêta j sur le sigma correspondant qui suit un t, eh bien les bornes de l'intervalle, c'est bêta chapeau j plus ou moins, alors on dit toujours plus ou moins 2 écarts types, c'est pas exactement 2, c'est la valeur du t correspondant. Donc, application numérique ici qui est facile. Hein. L'écart type, on l'a vu, c'est 1 tiers. On a calculé que ça valait 1/9. La variance, donc l'écart type 1 tiers. Et puis quand je regarde dans la table, j'ai 2,44. Donc les bornes de l'intervalle de confiance, c'est moins 1, plus ou moins 2,44 fois 1 tiers. Donc ici aussi, il n'y a pas de difficulté à calculer l'intervalle de confiance. C'est un petit peu difficile de maintenir son attention sur les dernières minutes, je sais bien. Il faut quand même faire un effort, il y a quand même des choses qui arrivent maintenant, qui sont quand même importantes, et elles ne pouvaient pas arriver avant. Donc ici, on a un intervalle de confiance qui, soit dit en passant, ne contient pas 0. C'est la même chose que de dire que c'est significatif. Alors, mentionnons 2 choses. Le cas sans répétition, k égale 1, que nous avions vu avant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, le modèle que nous avions vu avant, c'était celui-ci. Mu plus alpha i plus bêta j plus epsilon j. On ne mettait pas d'interaction. Si on voulait la mettre, que se passerait-il? Si on voulait la mettre, regardez ce qui se passe. On aurait mu plus alpha i plus bêta j plus alpha bêta ij. Après tout, qu'est-ce qui m'empêche de mettre ce terme d'interaction? Rien. Donc je mets ce terme d'interaction. Ça me fait combien de paramètres à estimer tout ça? On l'a calculé tout à l'heure. Alors je vous le remets ici, ij. Ah tiens, j'ai combien de données ici? Ij données, combien de paramètres? Ij. Donc je suis dans une situation où j'ai autant de données que de paramètres à estimer, c'est ça? Si vous préférez, j'ai autant de paramètres que de données. Donc dans ce cas-là, le résidu est nul par construction. Donc, j'ai le choix ici entre ce modèle où j'ai un résidu, ce modèle où j'ai une interaction, très bien, mais du coup, je n'ai pas de résidu, parce que le résidu est nul par construction. Donc je n'ai aucun recul statistique sur le résultat. Alors vous pourrez vous replonger dans votre cours d'analyse de variance à 2 facteurs sans répétition et regarder l'allure du résidu. Je vous l'avais donné à l'époque. Eh bien, quand vous comparez ce résidu à l'interaction qu'on vient de voir maintenant, c'est la même formule. Ceci signifie que dans le cas sans répétition, en fait, le résidu et l'interaction sont mélangés. Ils sont intimement mélangés et on n'arrive pas à les séparer. Donc les répétitions vous permettent de séparer le résidu de l'interaction. Et si vous n'avez pas de répétition, vous n'avez pas de l'erreur pure. Vous avez une erreur qui est mélangée de l'interaction. Et on ne peut pas les séparer. Autrement dit, si pour un couple, variété, fongicide, bien que la variété soit bonne, bien que le fongicide soit bon, j'observe une très faible valeur. Je vous ai dit, ça peut être une interaction, un antagonisme, ça peut aussi être un résidu. Je ne pourrai jamais le séparer. C'est peut-être un mélange des deux. Peut-être que ça se compense, peut-être qu'au contraire, ça ne se compense pas. Voilà ce qu'il faut retenir. Là, c'est un petit peu délicat, mais c'est une réflexion que vous devez faire quand vous devez faire un modèle. Alors, la généralisation à plus de 2 facteurs, eh bien écoutez, elle est très très simple. Alors, je vous en donne juste un exemple pour l'esquisser en vous donnant 2-3 éléments. Alors, on va prendre une dégustation. On fait beaucoup de dégustations ici, vous savez. Alors, je fais déguster I produits. Donc, par exemple, la dernière dégustation que nous avons faite, il se trouve que c'était à Barcelone, c'était jeudi dernier, avec Marine. On a fait une très belle dégustation de cava, vous savez, c'est les vins mousseux catalans, chez le principal producteur. Donc on avait 8 vins, là, 8 cava, voilà. On avait J dégustateurs, on était 16 dégustateurs. Séance, il y avait 2 séances. Voilà. Et puis, alors là, c'était pas le cas, mais imaginons qu'on ait K répétitions par produit et par séance. C'est-à-dire, en fait, vous donnez à chacun 16 produits. En fait, il y a 2 fois le même, il ne le sait pas. Alors, essayons de modéliser ceci. Vous allez reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de prédire?
Par exemple, une note d'amertume. L'amertume dans un vin, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on a une note d'amertume qui varie de 0 à 10. Voilà, Y, I, J, K, S, K. Alors, cette note d'amertume, il y a une certaine référence. On peut imaginer que c'est 5. Pour une note de 0 à 10, pas forcément. Plus un effet du vin, alpha I. Pardon, plus un effet du vin, c'est ça, alpha I. Plus un effet du dégustateur. Vous avez des dégustateurs qui trouvent tout amer, des dégustateurs qui trouvent rien amer. Plus un effet de séance. Bon, on espère que l'effet séance ne soit pas très grand. Mais peut-être qu'à la deuxième séance, tout le monde a vu tout très amer. À la première, personne n'avait vu les choses amères. Plus une interaction entre le juge et le produit. Alors, on va la détailler celle-là un peu, puis on terminera par ça. Qu'est-ce que c'est qu'une interaction juge-produit? Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de professionnels d'analyse sensorielle qui n'ont pas vraiment compris ce que c'était. L'interaction juge-produit, ce n'est pas le fait qu'il y ait des juges qui notent très haut, des juges qui notent très bas. Ça, c'est un effet du juge. L'interaction juge-produit, c'est les vins les plus amers ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Monsieur A, il trouve que c'est le vin 1 qui est le plus amer. Monsieur B trouve que c'est le vin 2. C'est ça une interaction. C'est-à-dire que l'effet du produit, un vin est plus amer qu'un autre, n'est pas le même selon le juge. Pour le juge 1, c'est le vin 1 qui est le plus amer. Pour le juge 2, c'est le vin 2. Donc notez bien cet exemple, parce que c'est un exemple très pratique. Et vous, quand vous avez à analyser des données, il faut absolument que vous vous référiez au cas d'école, comme on dit. C'est très précieux, les cas d'école. En disant, tiens, ben voilà, dans l'exemple de dégustation, qu'est-ce que c'était une interaction? Puis après, je transpose cette définition de l'interaction à mon cas. Donc ici, c'est l'effet d'un facteur, l'effet du vin, n'est pas le même selon le dégustateur. Ça, c'est une interaction. Et quand cette interaction est forte, on est un peu embêté pour notre jury. Parce que du coup, on ne peut plus vraiment conclure est-ce que le vin est amer ou pas. Bon, on va dire, ben, ça dépend des gens. Donc là, on est dans un mauvais cas. Alors, il reste à interpréter les deux autres interactions, et je vous laisse ce plaisir. Donc, ainsi se termine ce cours sur l'analyse de variance. Bon appétit!